On le sait, les résultats en maths des élèves français, c'est un peu le marronnier qui angoisse tout le monde. Oui, chaque nouvelle étude internationale, que ce soit PISA ou Teams, semble confirmer une baisse de niveau. Et pour y remédier, le ministère de l'Éducation a sorti un guide officiel pour les enseignants. La résolution de problèmes mathématiques au cours moyen, c'est censé être la nouvelle feuille de route. Oui, une feuille de route validée par le conseil scientifique, donc sur le papier c'est du solide. C'est censé représenter un peu le consensus sur ce qui se fait de mieux. Exactement. Sauf que, face à ce document officiel, on a trouvé une analyse critique, un document nommé Bugs, qui est d'une virulence assez incroyable. Et je pèse mes mots. Ah ouais. Il ne se contente pas de critiquer à la marge, il qualifie l'approche du guide de, je cite, serpent vieillissant qui se mord la queue. Ah oui, l'image est forte. Ce n'est pas une simple critique, là, c'est une accusation de panne systémique. C'est ça. Le serpent qui se mord la queue, c'est l'idée d'un système qui tourne en rond, qui s'enferme dans ses propres erreurs et qui, au final, s'autodétruit, quoi. C'est exactement ça. Et c'est cette friction qui est fascinante. Comment un guide, validé par des experts, peut-il provoquer une réaction aussi épidermique? Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre ce choc des philosophies. On va plonger dans les points de rupture, oui, et ils sont très concrets. La technologie en classe, la façon de représenter les nombres, et même le lien des problèmes avec la réalité de tous les jours. On est vraiment sur une opposition entre deux visions. D'un côté, une approche institutionnelle, très structurée, Qui vise à uniformiser les pratiques. Voilà. Et de l'autre, une critique radicale qui dit en substance, le problème, ce n'est pas que les élèves ne comprennent pas les maths, c'est que la manière dont on les leur présente est devenue absurde. Alors commençons par le plus visible, le plus spectaculaire peut-être, la technologie. Quand on parle de moderniser l'école, on pense tout de suite aux tableaux blancs interactifs, les fameux TBI, on se dit que c'est ça le futur. Ben, apparemment, pour les auteurs de Bucas, c'est tout le contraire. Ah bon? C'est même leur premier angle d'attaque. Ils parlent de la supercherie du TBI. L'argument est aussi simple que décapant. Le TBI du XXIe siècle, avec ses projecteurs, ses stylets, est utilisé exactement de la même manière que le tableau noir du XIXe siècle, avec sa craie. Attendez, c'est un peu fort, non? Le mot-clé, c'est quand même interactif. Il doit bien y avoir une différence fondamentale avec une simple plaque d'ardoise. C'est justement là que la critique frappe. Ce mot, interactif, serait un leurre. Un leurre. Dans la majorité des cas, le TBI ne sert qu'à une chose, projeter. On y affiche des exercices, des schémas, des textes, comme on le fera avec un rétroprojecteur en fait. Exactement. Or, la technologie de la projection, comme le rappelle ironiquement le document, elle a été inventée il y a 2 siècles par les frères Lumière. Donc on a un outil ultra moderne qui pourrait permettre aux élèves de manipuler des choses, de tester des hypothèses, et on s'en sert comme d'un écran de cinéma basique. L'élève reste assis à sa place, passif. Précisément, on a changé le matériel, mais pas la pédagogie. On a juste remplacé la poussière de la craie par la lumière bleue de l'écran. L'interaction promise n'a pas lieu. Voilà. Et cette critique sur la sous-utilisation de l'outil va encore plus loin, sur un terrain qu'on n'attend pas forcément. C'est-à-dire, Eh bien, ce TBI, comme nos écrans, peut afficher des millions de couleurs. C'est un de ses atouts majeurs. oui, bien sûr. Pourtant, Bugs pointe ce qu'ils appellent une absence totale de pédagogie des couleurs dans le guide officiel. Une pédagogie des couleurs, ça sonne un peu marketing. Ça veut dire qu'il faut faire des schémas plus jolis? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas décoratif, c'est fonctionnel. L'idée, c'est que la couleur doit porter du sens. Elle doit aider le cerveau de l'élève à comprendre. D'accord. Et la critique analyse les schémas proposés par le guide et le constat est sans appel, bien que le document soit imprimé en couleur, la quasi-totalité des schémas sont... Monochrome. Sérieusement, Souvent tout en violet. c'est incroyable. On a un outil qui nous offre une palette infinie et on choisit de ne pas s'en servir. Donnez-moi un exemple concret. L'exemple le plus parlant est celui d'un problème de billes. L'énoncé est simple. Un sac contient des billes rouges, des billes vertes et des billes bleues. Le guide propose un schéma en barre pour représenter ça. Alors là, je suis curieuse. Pour un problème avec des billes rouges, vertes et bleues, qu'est-ce que le guide a bien pu proposer comme schéma? Toutes les barres sont violettes. Pardon? Une barre violette pour représenter les billes rouges, une barre violette pour les vertes et une barre violette pour les bleues. Bucks qualifie ça d'aberration cognitive. Je suis sans voix. C'est absurde. L'élève doit donc faire un effort mental juste pour se souvenir que, ah oui, la première barre violette, c'est pour les rouges. Exactement. C'est de l'énergie en moi pour le raisonnement mathématique, quoi.
C'est ce qu'on appelle une surcharge de la mémoire de travail. Le cerveau est occupé à gérer une information parasite au lieu de se concentrer sur le problème. La solution, proposée par Bucks, est d'une simplicité enfantine. J'imagine. Une barre rouge pour les billes rouges, une verte pour les vertes, une bleue pour les bleus. La couleur sert le sens. Elle allège la charge mentale. On pourrait se dire, pour jouer l'avocat du diable, qu'utiliser une seule couleur force l'élève à se concentrer sur l'abstrait, sur les longueurs des barres plutôt que sur les couleurs. Est-ce que cet argument tient? La critique répond que c'est une vision d'adulte qui ne comprend pas comment fonctionne le cerveau d'un enfant. L'abstraction vient après la compréhension du concret. En associant la couleur de l'objet à sa représentation, on ancre le modèle dans le réel, on le rend intuitif. Vouloir forcer l'abstraction en créant une difficulté artificielle est contre-productif. C'est le signe, selon Buxès, d'un mode de pensée hérité de l'imprimerie en noir et blanc, totalement inadapté aux outils d'aujourd'hui. Cette idée d'une déconnexion d'un outil utilisé à contre-emploi, c'est un thème puissant. Et j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas au visuel. Est-ce que cette critique s'étend à la manière même dont on parle des nombres? Totalement. Vous mettez le doigt sur le cœur de la critique didactique de Buxès. Il parle d'un véritable divorce entre les fractions et les nombres décimaux. Un divorce? Oui, et ce divorce, il commence par quelque chose d'aussi anodin que la façon de lire un nombre à virgule. Ah oui, comment ça? Je lis 0,2 comme 0,2. Tout le monde fait ça, non? Justement, c'est ce que Buxès appelle la lecture littérale. Et pour eux, c'est une catastrophe pédagogique. Une catastrophe? Pourquoi? Parce qu'en disant 0,2, on vide le nombre de son sens. La virgule n'est plus qu'un séparateur graphique entre deux nombres entiers, le 0 et le 2. L'élève ne voit plus une quantité. D'accord, je vois l'idée. Et quelle serait l'alternative, la bonne façon de le lire? Ce serait la lecture réfléchie. Lire 0,2 comme 2 dixièmes. Immédiatement, on entend la fraction qui se cache derrière. 2 sur 10. Le nombre redevient ce qu'il est, une quantité. Et du coup, on lirait 12,15, 12 et 15 centièmes. Exactement. Le lien avec le sens est restauré. Ça semble être une nuance subtile. Est-ce que cette simple différence de prononciation peut vraiment avoir un impact si important? L'impact est dévastateur selon la critique. La lecture virgule encourage des erreurs classiques. Par exemple, beaucoup d'élèves pensent que 12,15 est plus grand que 12,8. Ah oui, parce qu'ils comparent 15 et 8. Voilà. Dans leur tête, ils comparent les nombreux entiers, 15 et 8. La virgule a créé une barrière. Buxix va même jusqu'à dire qu'on devrait interdire la lecture littérale en phase d'apprentissage. Est-ce qu'on a un exemple concret, un problème, où cette distinction change absolument tout? L'exemple du jus de fruits de Lina, tiré du guide, est parfait. L'énoncé est simple. Lina a 3 litres de jus. Ces verres peuvent contenir 0,2 litres. Combien de verres peut-elle remplir? Ok, l'opération à faire, c'est une division. 3 divisé par 0,2. Mais un enfant de 10 ans ne sait pas poser une division avec un nombre à virgule. C'est là que ça se complique, j'imagine. Exactement. Et c'est là qu'on voit les deux philosophies s'affronter. L'approche du guide et du scol, qui ne s'appuie pas sur le sens du nombre, propose des stratégies de contournement. C'est-à-dire, la première méthode, tout convertir dans une unité plus petite, comme les centilitres. 3 litres, ça fait 300 centilitres. 0,2 litres, c'est 20 centilitres. Le calcul devient 300 divisé par 20. Ce qui est déjà lourd. Il faut penser à la conversion, choisir la bonne unité, ne pas se tromper dans les zéros. Ça fait beaucoup d'étapes où l'on peut se tromper. Une autre méthode suggérée est la proportionnalité. Dans 1 litre, il y a 5 fois 0,2 litres. Comme on a 3 litres, on fait 3 fois 5 verres, donc 15 verres. C'est juste, mais c'est une gymnastique intellectuelle assez complexe. Bucks commande d'ailleurs ironiquement « Ils sont compliqués les adultes ». Alors, quelle est l'alternative proposée par Bucks? Celle basée sur la fameuse lecture réfléchie. C'est là que la magie opère. Si l'élève a été habitué à lire 0,2 litres comme 2 dixièmes de litre, une unité lui vient immédiatement à l'esprit, le décilitre. Ah, d'accord. Le problème se reformule instantanément dans sa tête. La question n'est plus combien de fois 0,2 dans 3, mais combien de fois 2 décilitres dans 30 décilitres. Et là, le calcul devient mental. 30 divisé par 2, ça fait 15. C'est une évidence. Voilà. Il n'y a plus besoin de tableau de conversion, plus besoin de proportionnalité. C'est la compréhension du nombre qui a tout simplifié. C'est exactement ça. Le sens du nombre rend les procédures de secours inutiles. Le guide enferme les élèves dans des recettes, des algorithmes lourds,
là où une compréhension profonde rendait le problème trivial. C'est dingue! Et ça va plus loin, la critique note que le guide oublie de mentionner l'importance capitale du chiffre des unités. Sans ça, la fameuse règle « on aligne les virgules » devient une formule magique, un truc qu'on applique bêtement sans jamais comprendre pourquoi. Donc on a une technologie mal utilisée qui vide les images de leur sens et un langage mal utilisé qui vide les nombres de leur sens. Je commence à voir un motif. Oui, clairement. Et j'imagine que ce motif se poursuit dans la nature même des problèmes posés. Si les nombres sont déconnectés du sens, les problèmes eux-mêmes sont peut-être déconnectés de la réalité. Vous avez mis le doigt dessus. C'est le troisième grand angle de critique, ce que Bugs appelle un manque de vigilance didactique. L'idée que beaucoup de problèmes, à force de vouloir être de purs exercices de maths, deviennent complètement absurdes. Comme quoi, par exemple? Un exemple donné est un problème où l'on demande de calculer la taille d'un enfant au millimètre près. Mais c'est ridicule! Personne ne mesure un être humain au millimètre près. La taille varie d'1 centimètre au cours de la journée. Absolument. En faisant ça, on envoie un message implicite terrible à l'élève. Les maths, c'est un jeu abstrait qui n'a rien à voir avec le monde qui t'entoure. C'est une fiction. Et ça a une conséquence très grave. Ça empêche l'élève de développer l'une des compétences les plus importantes. Laquelle? Celle de vérifier si son résultat est vraisemblable, plausible. Si les données de départ sont déjà absurdes, comment est-ce que je peux juger si ma réponse a du sens? Voilà. On lui coupe l'herbe sous le pied. Un autre exemple, lié à notre discussion, concerne une distance formulée comme 1,87 km. Personne ne parle comme ça. Non, on dirait 1 km 870 mètres. C'est vrai. L'écriture 1,87 km pousse presque instinctivement à lire 1,87. Cette fameuse lecture littérale qui vide le nombre de son sens. Et qui masque les véritables unités. Dans 1,87 km, le 8, ce sont des hectomètres, mais le 7, ce sont des décamètres, une unité que personne n'utilise. Le choix de l'écriture n'est pas neutre, il induit une certaine compréhension. Ou incompréhension. Ok, je récapitule. On a des outils sous-exploités, des couleurs ignorées, des nombres lus d'une façon qui les vide de leur sens, et des énoncés déconnectés du réel. J'ai l'impression que la critique de Bugs vise quelque chose de plus profond, le système dans son ensemble. Oui, la critique devient systémique. Le reproche fondamental fait au guide est de promouvoir des recettes au lieu de la méthode. La distinction est cruciale. Une recette, c'est une procédure mécanique qu'on applique sans la comprendre. Par exemple, le prof qui dit « Quand tu vois le mot « partager » dans l'énoncé, tu fais une division. C'est une recette. » Ou « Pour multiplier par 100, tu ajoutes 2 zéros à la fin. » C'est la recette classique. Alors que la méthode, c'est de comprendre pourquoi. Comprendre que multiplier par 100, ce n'est pas une histoire de zéro magique, c'est faire en sorte que les unités deviennent des centaines. C'est la compréhension qui permet de construire sa propre procédure. La recette rend dépendant, la méthode rend libre. C'est ça. Et c'est là qu'on en revient à cette image terrible du serpent qui se mord la queue. Essayons de la décortiquer. Le système, en privilégiant des approches qui vident les maths de leur sens, met les élèves en difficulté. Pour les aider, pour compenser cet échec, que fait le système? Il leur donne des béquilles, des recettes. mais ces béquilles, en se substituant à la compréhension, l'empêchent de se développer. C'est un cercle vicieux. Plus on donne de recettes, moins l'élève a besoin de comprendre, et moins il comprend, plus il a besoin de nouvelles recettes. C'est exactement le cycle infernal que Bugs décrit. Le guide est accusé de le renforcer. Oui, en considérant que dans le problème du jus de fruits, il y a 2 étapes. 1. Convertir. 2. Diviser. Pour Bugs, si on a construit le sens du nombre, il n'y a qu'une seule étape de raisonnement. La critique finale est presque personnelle, en fait. Elle vise directement les rédacteurs du guide. Oui, les accusant de ne pas savoir parler aux enfants, de méconnaître leur psychologie. La conclusion est sévère. Elle définit la pédagogie comme l'art de communiquer avec les enfants. Connecté de la réalité cognitive d'un élève de 10 ans. C'est un peu ça, oui. Donc pour résumer ce choc, on a d'un côté la philosophie du guide officiel. On structure, on standardise, on donne des procédures claires, des modèles à suivre, quitte à ce qu'ils soient en noir et blanc, au sens propre comme au figuré. Une approche très descendante, qui décompose les tâches en étapes rigoureuses en pensant que la somme des étapes équivaut à la compréhension du tout. Et de l'autre côté, la philosophie de Boxus, qui est un cré pour le retour du sens. Le sens porté par la couleur, le sens porté par la lecture du nombre, le sens porté par l'ancrage dans le réel. Une approche où la compréhension n'est pas le résultat d'une procédure, mais le prérequis qui la rend intuitive.
La question qui est soulevée est fondamentale et dépasse largement ce débat. Est-ce que nos outils du XXIe siècle sont utilisés pour réellement transformer la pédagogie ou simplement pour moderniser la façade de pratiques qui, elles, n'ont pas bougé depuis le XIXe siècle? Le vrai débat est là. Est-ce qu'on doit apprendre des procédures complexes pour résoudre des problèmes, ou est-ce qu'on doit d'abord construire un sens si profond du nombre que la résolution devient presque une évidence? Ce que la critique suggère, c'est que le guide, avec toute sa caution scientifique, prend le risque d'institutionnaliser l'échec. En donnant des recettes au lieu du sens, il pourrait bien être ce serpent qui se mord la queue. Et ça ouvre une dernière question, un peu vertigineuse. Si un document officiel, validé par un conseil scientifique, peut être remis en cause aussi frontalement sur sa connexion la plus élémentaire au réel et au sens des concepts qu'il enseigne, qu'est-ce que cela nous dit sur la façon dont on conçoit les réformes pédagogiques? Comment des experts peuvent-ils, à ce point, selon cette critique, passer à côté de la réalité cognitive des élèves? Ça interroge la fabrique même des politiques éducatives, et pas seulement en mathématiques.